Qu'est-ce qu'ils foutent en cuisine? Vous allez me suivre à la cuisine. Ici, on braise, on blanchit, on blondit. On va se régaler. Analyse bien tout ce que tu manges. Salut, je suis Caroline Kilis et tu écoutes le podcast Une pintade à Montpellier. Mais ce n'est pas de la volaille, c'est du gibier. Et quel gibier! Vous sentez bon la pomme de terre? Je le mange quand même car c'est offert de bon cœur. Le podcast avec de vrais morceaux d'humain dedans. Aujourd'hui, on voyage direction l'Asie. Alors non, pas d'avion ni de jet lag en vue, mais une belle rencontre avec Océane, passionnée et pétillante maman de Tiger. Un petit restaurant de street food avec pour spécialité les banh mi et les guabao. À quelques mètres de la gare, à seulement quelques pas de la tour de la Babotte, tout en bas de la rue Jean Moulin, à 2 arrêts de tram de mon travail, se trouvent les shops Tiger. Petit stand de quelques mètres carrés dans les Halles Les Sacs. Haut lieu stratégique de la street food thaïlandaise et vietnamienne qui vient de souffler sa première bougie. Happy birthday Tiger! Je suis allée de nombreuses fois en Thaïlande, mais encore jamais au Vietnam. Alors pour le moment, je voyage grâce aux plats d'Océane. Des bobounes, des banh mi, des guabao, des plats du jour gourmands, des rouleaux de printemps. La carte est changée régulièrement et au fil des saisons pour que les amoureux de la bonne cuisine puissent découvrir toutes les recettes de la street food asiatique. La viande est 100% française, les légumes sont frais et locaux, en provenance directe des Halles Les Sacs. Les baguettes viennent de chez le voisin d'en face, la Maison Bonheur. Les pains bao, quant à eux, sont faits maison et sur place. Les végétariens ne sont pas en reste, il y a toujours des recettes végé à la carte pour eux. Avec Océane, on s'est déjà rencontrés de nombreuses fois et on se croise très régulièrement, pour mon plus grand plaisir, et celui de mes papilles, bien évidemment. Depuis sa reprise du restaurant familial Le Bol d'Or en 2019, on ne se lâche plus. Enfin, je ne la lâche plus, la pauvre. Alors pour moi, c'est une évidence aujourd'hui de l'inviter dans ce podcast. Le podcast est une expérience intime et je suis ravie de vous présenter ici mes invités dans une version encore plus vraie, plus authentique. Entendre leur voix, percevoir leur personnalité à travers leurs réponses et nos échanges. Souvent je me dis « Oh, mais cette personne mérite tellement d'être connue pour son expertise, mais aussi pour cette passion qui l'anime et la belle personne qu'elle est. » Océane est l'une de ces personnes. Je suis heureuse aujourd'hui de la mettre en lumière et de vous la faire découvrir. Au menu du jour, femme chef, héritage culturel, escale en Thaïlande et au Vietnam. Salut Océane. Salut Caro. Alors, d'abord, je voulais te remercier de participer à ce podcast. Je suis super contente de te retrouver. C'était pour moi une évidence que tu fasses partie de mes premiers invités. Merci. Bon, et secrètement, j'espère pouvoir te soutirer la recette de ta sauce salade Asian Slow aux crevettes. Ça, c'est pas sûr. Tu me l'as déjà refusé une fois. Tu m'as dit c'est secret. Bon, on va essayer. Il me reste quelques minutes. Du coup, ça fait maintenant quelques années qu'on se lâche plus. Enfin, surtout moi, qui m'accroche à ta cuisine divine et parfumée. Merci. Et en fait, en 2019, janvier 2019, du coup, j'ai regardé la première fois que je suis venue. Ça commence à remonter. Ouais, je me dis, t'imagines, ça fait 5 ans, ça quoi. passe vite. C'est fou. Hein. Ouais. Donc en 2019, on s'est rencontrés, il me semble, lorsque tu as repris le flambeau du restaurant familial Le Bol d'Or. Tout à fait. Donc près de la gare à Montpellier. Mm-hmm. Donc ça fait une 40aine d'années déjà que ce restaurant était bien implanté dans la ville des Montpelliérains, Oui. et en particulier des amoureux de la cuisine vietnamienne et thaïlandaise. Tout à fait. Après 6 années, tu as vendu donc récemment le Bol d'Or en Oui. avril Oui. pour te concentrer à 100% sur ta nouvelle affaire, le Tiger, Oui. au Halles Les Sacs. Au Halles Les Sacs. Donc tu m'as déjà confié que tu es contente de pouvoir monter du début à la fin un projet qui ne sera qu'à toi. Ouais, c'est vrai que reprendre le Bol d'Or, c'était une énorme opportunité. C'était aussi une grosse responsabilité. Parce que quand tu reprends un restaurant qui est implanté depuis 36 ans et connu de quasiment tous les Montpelliérains, t'avais pas forcément le droit à l'erreur. Mm. Mais sans parler forcément d'erreur, en fait, il fallait arriver à moderniser le bébé sans tout changer. Ouais. Et ça, c'est très compliqué. Voilà, donc c'est vrai que même si j'ai réussi à mettre ma touche, à faire que le Bol d'Or me ressemble quand même plus au fil des années, hein, c'était quand même pas voilà, mon projet de A à Z. Mm.
ça restait quand même le restaurant familial. Il y avait des trucs qu'on pouvait pas toucher, quoi. C'était vraiment sacré. Donc c'est vrai que pouvoir créer Tiger, ça a été vraiment challengeant. Et ça a été pour moi aussi hyper intéressant de pouvoir créer quelque chose du début à la fin, quoi. Donc chez Tiger, ce qui est cool, c'est que même si du coup c'est de la street food, puisqu'on est sur les Halles les Sacs, sur un stand, tu proposes aussi pour les nostalgiques de ta cuisine traditionnelle au bol d'or, un plat qui change toutes les semaines, je crois, selon les saisons. Toutes les semaines et en fonction des saisons, c'est-à-dire que l'hiver, on va plus être sur des soupes. Donc on fait toujours en moyenne 2 plats par semaine, des fois 3, mais bon là on est quand même plus sur un rythme de 2 plats qui changent du coup en fonction des saisons. Donc là va être plus sur les salades, on va être plus sur les bobounes actuellement. L'hiver on est plus sur des currys thaïlandais, des choses bien qui chaud, réchauffent, un peu épicées. Réconfortant. Là on est quand même plus sur des choses plus fraîches. Donc et ça change toutes les semaines parce que moi j'aime pas m'ennuyer et je sais que comme c'est aussi une activité du midi et qu'on a beaucoup d'habitués, il faut pas non plus que eux se lassent trop vite aussi de ce qu'ils retrouvent chez nous. Donc on a la chance d'avoir en plus une cuisine asiatique très riche, très large. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir tout exploiter pour que les gens puissent se régaler tous les jours quasiment. Ouais, c'est une bonne cantine, moi j'aime beaucoup. Bon, du coup, je vais te poser des questions en amont, avant le Tiger. Ouais. En fait, j'aimerais que tu me racontes un peu ton enfance et la relation que tu avais avec la cuisine. Alors, une relation d'amour. Moi, j'ai vraiment baigné dedans dès toute petite. Ma grand-mère avait déjà le bol d'or quand je suis née. Donc, t'es née dedans, quoi. Je suis née dedans. Elle a eu aussi une autre affaire dans laquelle mes parents travaillaient. Ils m'emmenaient dans le Lando. J'étais dans le Lando. Ouais. Tu vois, là, c'est un restaurant indien. Donc, on a un peu tout fait dans la famille. Hein. Après, mon père cuisine extrêmement bien. Donc mon père c'est vraiment la cuisine méditerranéenne, ma grand-mère de son côté était italienne, ils ont vécu aussi en Algérie, donc on est vraiment sur des notes très méditerranéennes. Mon grand-père du côté de ma mère était français, famille de très bonne famille, il cuisinait tous les plats de la cuisine française traditionnelle mais divinement. Et du coup, pour le côté vietnamien, j'avais surtout mon arrière-grand-mère, qui cuisinait, mais d'une façon exceptionnelle et qui a formé toutes les personnes, tous les cuisiniers qui sont passés au bol d'or. 40 ans, quoi. Pas pendant 40 ans, mais pendant 10 ans, une bonne dizaine d'années. Et puis après, c'est vrai qu'on s'est vraiment calqué sur sa cuisine à elle, pour essayer de toujours garder les saveurs, les goûts. Et se rapprocher au maximum de ce qu'elle pouvait transmettre, elle, dans sa cuisine. Ouais. Ah oui, la cuisine, du coup, c'est père, c'est grand-mère, c'est arrière-grand-mère, c'est tout le monde, quoi. Pour vous, c'était quotidien. Ouais, c'est ça. C'était un exercice quotidien. C'était quotidien. C'était le bol d'or quand j'étais petite. C'était ma cantine, tu vois. Donc, je n'allais pas manger à la cantine. Ma mère venait me chercher, m'emmener au bol d'or, tu vois. Et le soir, c'était mon père, du coup, qui cuisinait. Alors, ma mère, par contre, pas du tout. Tu vois, elle, je pense qu'elle a fait un espèce de refus. Tu vois, des fois, ça saute un peu une génération. Quand tes parents sont dans la restauration, c'est soit tu tombes dedans, soit t'en es un peu écœuré. Ouais. Mais du coup, mon père a toujours géré de ce côté-là et on a toujours très bien mangé. Oui, toi et t'as 2 sœurs aussi, c'est ça? J'ai une sœur. Une sœur, pardon. Ouais. Oui. Voilà, une petite sœur qui cuisine très bien également. Qui cuisine très bien et qui travaille avec toi. Et qui travaille avec moi et qui a vraiment... Elle, je retrouve vraiment le côté de mon père quand elle cuisine, tu vois, ce côté méditerranéen avec plein d'influences françaises, méditerranéennes. Moi, je suis vraiment plus la spécialiste de la cuisine asiatique, tu vois. C'est mes tantes maintenant qui viennent me demander comment on fait telle recette. J'hallucine, tu vois. Ah ouais. Mais du coup, je suis fière quand même. Mais des fois, je les regarde, je leur dis, mais quoi, tu sais pas faire ça? Et elles me disent, bah non, je sais pas. Comment toi, tu fais? Voilà. Ah ouais, c'est génial. Donc c'est cool, voilà. Oui, c'est valorisant, quoi. Ça fait plaisir de te dire. C'est vraiment transgénérationnel, la cuisine chez nous, c'est important.
Ouais, de toute façon, c'est synonyme de partage. Donc, c'est vrai qu'après, quand en plus c'est en famille et tout, c'est agréable de faire plaisir aux personnes. Moi, je me avec qui souviens on que partage. j'avais vraiment ce truc, quand j'allais manger au bol d'or le midi, tu vois, ma grand-mère, elle montait pendant son service, mon arrière-grand-mère aussi. Du coup, je mangeais avec mon arrière-grand-mère. Je voyais ma grand-mère pas longtemps parce qu'elle travaillait, mais tu ne la serait-ce voyais, que quoi. 10-15 minutes. Et puis, j'avais mon arrière-grand-mère qui arrivait avec les plats. Tu vois, c'était vraiment des bons souvenirs d'enfance, quoi. Et le soir... mon père, même s'il rentrait tard, à une époque, il travaillait la nuit. Donc, il y a une période, en fait, où il cuisinait pas, mais il se rattrapait toujours le week-end, quoi. Et on savait que le week-end, on allait bien manger. On a cette culture-là et on a aussi cette culture d'aller manger beaucoup au restaurant. On a vraiment les deux. Voilà, cuisiner à la maison, mais aussi sortir parce qu'on apprécie d'être servi, la découverte... Voilà, le plaisir d'être à l'extérieur. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux, quoi. Être au restaurant, c'est vraiment génial. C'est trop bien. Ah oui, tu prêches une convaincue. Et du coup, quelle est ta recette phare, en fait, de la famille quand tu étais enfant et celle qui te transporte et qui te ramène directement en enfance, par exemple? Alors, le porc caramel traditionnel, donc celui que tu vas manger, que tu trouves très peu dans les restaurants parce que du coup c'est le porc traditionnel que tu fais normalement pour le Nouvel An vietnamien, donc à base de poitrine de porc et d'œufs caramélisés, d'œufs durs caramélisés. Et ça, c'est un porc qui cuit pendant 2 heures dans de l'eau de coco avec des épices, du caramel. C'est fondant, c'est sucré, c'est trop bon. C'est régressif pour toi, quoi. C'est hyper régressif. Ça, et le truc tout bête aussi, le riz cantonné. Et un autre plat que j'adorais, que mon arrière-grand-mère faisait, c'était son poulet au curry jaune vietnamien. Donc, qui est complètement différent du curry thaïlandais, mais qui était incroyable. Voilà. Ça, c'est vraiment les plats j'ai faim. de mon enfance. Voilà. Oui, on risque d'ouvrir un peu l'appétit, c'est possible. Du coup, t'as ouvert la boîte. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui différencie la cuisine thaïlandaise et la cuisine vietnamienne? Alors, en fait, la cuisine thaï, elle va être beaucoup plus épicée, beaucoup plus avec beaucoup de curry. C'est vrai que les Vietnamiens utilisent moins de curry, ils en ont un seulement, le curry jaune, tu vois, qui a en plus des influences indiennes, donc qui est vraiment un curry d'influence. Mais et le thaï va utiliser plus de plats sautés au wok, plus de friture, un peu plus de sucre, un peu plus de goût. C'est un peu plus explosif pour moi, la cuisine thaï. La cuisine viet va être plus douce, ça va plus être des bouillons, beaucoup de cuisson vapeur. Au Vietnam, on fait aussi beaucoup bouillir les viandes. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose en France, on n'a pas trop l'habitude, mais même le porc, tu le fais bouillir, tu le manges après simplement bouilli. Le poulet, le poulet, c'est pareil. Donc, c'est une cuisine plus simple, la cuisine viet, je dirais, mais voilà, qui reste aussi très très bonne, mais avec des parfums que tu retrouves dans beaucoup de recettes. Voilà, beaucoup de citronnelle, beaucoup de 5 parfums, beaucoup de gingembre. Je trouve que la cuisine thaï, tu as un peu plus de diversité. Tu vas avoir le tamarin, le curry rouge, le curry vert, le curry massaman, le curry panang. Tu vas avoir tout ce qui est sauce huître. Bon, même si au Vietnam, ils en utilisent aussi. Mais j'ai passé plus péchu. Les deux ont leur qualité. J'aime les deux. En fait, ça dépend beaucoup. Je sais que si j'ai envie d'un truc un peu plus réconfortant, je vais plus aller sur de la cuisine thaï. Si j'ai envie d'un truc un peu plus healthy, entre guillemets, un peu plus frais, j'irai plus sur de la cuisine viet. D'accord, ok. Voilà. Après, le point commun des deux, c'est qu'ils vont utiliser énormément d'herbes aromatiques, beaucoup de citronnelle, du gingembre, du galanga, du piment. Le Vietnamien aura tendance à mettre le piment à côté. Le Thaïlandais aura tendance à le mettre dedans et à le faire flamber, tu vois, direct pour que ça pique bien en bouche. C'est des petites nuances comme ça entre les deux cuisines. Mais moi, je peux pas vraiment choisir entre les deux. Ouais, tout dépend du moment, quoi. Exactement. Ok. Ouais. Moi, je connais pas trop la cuisine viet, à part chez toi, évidemment. Ouais. Et ce qu'on peut connaître, parce que du coup, j'y suis pas allée. Par contre, je suis allée 8 fois en Thaïlande. Et en fait, chaque voyage vraiment était différent. Je suis pas allée au même endroit, je suis pas allée avec les mêmes personnes, je suis même allée seule avec mon sac à dos. Mais mon admiration en fait pour ce pays, il est toujours le même. Et en plus de la gentillesse des gens, de leur sourire, ce qui m'a transporté dans chaque région,
c'est la nourriture. Parce qu'on avait des recettes totalement différentes du nord au sud, des propositions différentes. Moi, je trouve que c'est exceptionnel de maîtriser cette cuisine, de savoir équilibrer ces plats qui contiennent autant d'ingrédients, autant de sauces qu'on puisse mettre dans une casserole, dans un wok, en fait, le faire sauter. Des mini crevettes, des toutes petites crevettes séchées, des cacahuètes. Il y a je trouve que c'est des personnes qui sont hyper simples, qui vivent de pas grand chose. Quand on va là-bas, on se rend compte que moi, je suis passée une fois dans une rue. C'était à Bangkok. J'ai vu une famille qui vivait. Ils étaient tous dans un garage. Et toute la famille était là, de la grand-mère jusqu'aux petits-enfants qui jouaient devant. Ils avaient tous le sourire. Pour eux, c'était c'était une vie exceptionnelle. La grand-mère venait pour cuisiner devant avec son stand. Et tu la voyais, mais maîtriser le truc comme jamais, quoi. Je trouvais ça totalement fou. Et je pense que c'est à partir de là, j'ai pris aussi des cours de cuisine là-bas et j'en suis très contente. Et c'est à partir de là où vraiment je me suis rendu compte de la diversité et des différents goûts qu'il peut y avoir dans la cuisine. Et pour moi, la cuisine asiatique aujourd'hui a surpassé les autres cuisines, même la cuisine française, je suis désolée. Même si j'adore les produits, les plats traditionnels français, mais je trouve, il faut vraiment être un artiste, pour pouvoir... Complètement. Puis en plus, la cuisine asiatique, c'est vraiment une cuisine qui se fait à la main de la personne qui la prépare, tu vois. Je peux faire un pad thai, moi, et ma cuisinière peut faire un pad thai, il n'aura jamais le même goût. Tu peux manger un pad thai à Bangkok et manger le même à Chiang Mai, il sera complètement différent. Et en fait, les gens ont tendance à penser que la cuisine asiatique, c'est simple, parce que les gens, ils se disent, tu fous tout dans un wok et puis c'est bon. Non. C'est pas simple, c'est hyper complexe. C'est surtout une recherche, comme tu disais, d'équilibre des saveurs constante, parce que ça peut être vite, quand c'est mal fait, c'est soit trop salé, soit trop sucré. Ah oui. Tu le sens direct, ou alors carrément ça n'a pas de goût, parce que t'en as aussi beaucoup qui rechignent en fait à mettre des produits de qualité, toutes les herbes, tout ça, parce que quand même tout ça, ça a un coût dans un plat. Mais tu peux pas faire de la cuisine asiate si tu mets pas de la coriandre, ou si tu fais payer ton topping de coriandre 50 centimes. Pour moi, c'est... Je vois bien à quoi tu penses. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça, c'est quand même... Ou tes cacahuètes, tu vois ce que je veux dire? Oui, on t'enlève... Il y a des cacahuètes, donc tu vas pas faire payer 50 centimes les cacahuètes. Et le piment aussi. 50 centimes le piment aussi. Tu vois, c'est un truc de dingue. Donc du coup, non, c'est vraiment une cuisine. C'est comme tu dis, pour moi, c'est vraiment un art. Et là, vraiment, ce qui m'a marqué à Bangkok, c'est que n'importe où tu manges, c'est bon. C'est bon. Que ce soit dans le boui-boui, au marché, au restaurant un peu normal, tradi, que ce soit... après, tu as la Royal Thai Cuisine, où là, tu es vraiment sur une cuisine encore plus complexe, avec des cuissons beaucoup plus lentes, que tu peux pas faire dans la rue, parce que c'est vrai que la street food, c'est vraiment des choses que tu fais sauter, qui sont entre guillemets assez rapides à faire, mais voilà. Et puis ce qu'on pense pas aussi dans la cuisine asiatique, c'est tout ce détail de découpe qu'il y a en amont. Oui, la préparation, les marinades. C'est une cuisine en fait qui prend énormément de temps si on veut qu'elle soit bien faite. Voilà. Ça peut pas être juste tu fous le truc dans un wok et tu mets de la sauce soja et ça y est, t'as fait un poulet, je sais pas moi, avec au gingembre, tu vois. Non, c'est pas ça. Poulet gingembre, c'est bon, je fais poulet au gingembre. Ouais, c'est ça. Non, et puis il y a beaucoup de subtilités, il y a beaucoup de secrets aussi qui se passent d'un cuisinier à l'autre, d'une famille à l'autre, tu vois, c'est vraiment des choses où tu apprends vraiment quand tu vas dans le pays et que tu regardes un peu les gens cuisiner. Voilà, c'est une cuisine subtile et puis délicieuse, quoi. Moi, j'en suis accro. C'est chouette, tu t'en lasses pas, quoi. Moi, je m'en lasse pas. Moi, je m'en lasse pas, et qu'importe ce que je mange, à chaque fois, je me dis, mais mon Dieu, ce que c'est bon. Ouais. Et surtout, quand je mange ma cuisine, à chaque fois. La dernière fois, je mangeais un banh mi, tu vois. Et je disais aux filles, mais mon Dieu, notre banh mi, qu'est-ce qu'il est bon. Ah ouais, mais c'est beau de s'extasier encore. Mais oui, tu vois, j'étais pas... Ça peut être un peu prétentieux, tu vois. Mais non, mais en fait, je suis heureuse de me dire que j'arrive encore à aimer ma cuisine aussi, tu vois. Ouais, mais parce que comme tu dis, c'est toujours différent. Exactement. Tu auras toujours... il suffit que et puis des fois, tu vois, on change un peu nos marinades. On se dit, bon, allez, cette fois, on tente, on va mettre ça plutôt que ça, on va remplacer cet ingrédient par ça, puis on voit ce que ça donne.
Voilà, hein, donc c'est vrai que de toute façon la cuisine c'est aussi de la créativité, hein, il faut aussi oser. Moi je sais que au Hall, on m'a un peu reproché sur les banh mi de pas faire de l'hyper traditionnel, bien que moi mon banh mi je trouve qu'il est traditionnel dans l'ensemble, hein, donc mais voilà, pour certains ingrédients on m'a dit ah non mais c'est pas hyper tradi, mais en fait tu peux faire de l'hyper tradi très mal fait aussi. Ah oui, tu vois. Oui, j'en ai mangé une fois, je n'y suis plus jamais retournée. Ouais, voilà. Donc du coup. Moi, je pense que la cuisine, c'est aussi donner un peu de sa personne, de sa personnalité et de son propre goût, entre guillemets, tu vois. C'est pas... ça touch, quoi. Faut pas suivre forcément la recette bêtement. Si tu vois que la recette, tu peux l'améliorer, eh ben, tu l'améliores. Ouais. Non, mais de toute façon, ça, on l'observe aussi dans les rues de Bangkok. Et c'est de la tradie, mais de chaque stand, il y a quelque chose de différent. Exactement, ouais. Donc, du coup, il faut... les gens qui vont te dire ça, c'est que... Bon, on va pas revenir là-dessus, oui, mais t'as toujours des petits aigris qui vont venir, qui vont dire « Ah, mais il n'y a pas du pâté » ou machin, etc. C'est ça, ouais. Tu leur dis « Revenez dans 2 semaines, on aura peut-être avec du pâté. » Mais bon, ça, je pense que, de toute façon, des aigris, on aura tout le temps. Il y en aura toujours. Et puis bon, je pense aussi que quand il y a certaines personnes voient que ça plaît et que c'est pas forcément de l'hyper tradi, ça peut créer un peu de jalousie ou tu vois. Ouais. Et puis comme on dit les tout à l'heure, gens comprennent pas forcément que tu puisses un peu réinventer, tu vois. Alors que pour moi, ça sert à rien d'avoir un restaurant si tu peux pas un peu... Pour rien faire, si t'es bloqué. Voilà, si tu peux pas mettre un peu ta touche au bout d'un moment, non. Non, et puis c'est l'intérêt, c'est que ce soit toi qui nous amène justement à découvrir des choses, quoi. Moi, je sais qu'à chaque fois que je viens, je te fais confiance. Généralement, je te dis, qu'est-ce que tu me conseilles? C'est vrai que je dois être un peu la cliente relou, tu vois. Pas du tout, au contraire. Et puis nous, on préfère ça, tu vois, que quelqu'un qui vient et après qui choisit lui-même son plat et puis qui est déçu. Parce que moi, ça m'arrivait souvent au bol d'or, tu vois. Et les gens, ils arrivaient et ils me disaient, ils prenaient un curry vert. Et après, il me disait, c'était trop piquant. Oui, vous avez choisi un curry vert. Ah je savais pas que c'était si piquant. La prochaine fois, demandez-nous conseil, on vous aiguillera. On a d'autres plats qui sont moins épicés, vous inquiétez pas. Mais effectivement, à partir du moment où vous prenez un curry vert chez nous, vous allez manger épicé. Ouais, en plus, ça était marqué sur ta carte. Oui. C'était toujours... Mais en fait, t'as toujours le truc où épicé... t'as le niveau d'épices qui est pas le même pour tout le monde. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de restos aussi qui font des currys verts très fades, entre guillemets, tu vois. Et nous, c'est vrai que notre curry vert, c'était celui, je pense... on a plein de gens qui nous disaient, c'est le même qu'à Bangkok, quoi. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Hein. Ça, c'était vraiment incroyable. Hein. Et vraiment, ça nous faisait plaisir. C'était vraiment notre point fort au bol d'or. C'est qu'on a vraiment réussi à retranscrire vraiment des saveurs authentiques sans justement trop l'adapter au palais français. Ouais. Voilà. Moi, c'est ce que je reproche un peu à la plupart, pas à la plupart, mais à certains. Ouais. Du coup, au restaurant, c'est de trop l'occidentaliser, quoi. Ouais. Du coup, tu retrouves pas les parfums, les saveurs. Le basic Thai, c'est. Je veux dire, c'est un basique. Si tu l'as pas dans le plat, ça pas ça du manque. Tout le même goût. Mais complètement. Dès qu'il manque un ingrédient qui est pas ou qui est remplacé, tu en as plus du tout le même goût. Et c'est dommage du coup de proposer une cuisine thaïlandaise ou vietnamienne et de pas donner le véritable goût. Oui. Mais ça, je comprends pas. Tu vois, ça c'est vraiment quelque chose. C'est pour faire du grand public et c'est dommage, quoi. Ouais. Après moi c'est pas ma façon, en tout cas au bol d'or c'était pas ma façon de voir les choses, quoi. Donc c'est vrai que je voulais faire de l'hyper qualitatif, que vraiment les gens puissent se retrouver vraiment à Bangkok à travers la cuisine. Mais en fait là aussi je pense où ce modèle va petit à petit en fait péricliter, tu vois, c'est que les gens voyagent de plus en plus. Donc les gens maintenant connaissent de mieux en mieux la cuisine asiatique, ils ont les références et maintenant je pense que quand ils reviennent en France, ils ont envie de retrouver ces saveurs-là. Ouais, t'as raison, ouais. Donc, et moi, je sais que je m'adressais pas mal à une clientèle un peu de connaisseurs, ou en tout cas de personnes qui avaient déjà voyagé. Qui avaient déjà éduqué leur palais. Exactement. Sur et alors aussi, on a eu l'inverse. On a des gens qui sont venus, qui nous ont dit « On aime tellement votre cuisine qu'on a décidé de partir en Thaïlande pour les prochaines vacances. » Ouais. Donc voilà. Donc c'est chouette. Cool. Du coup, tu t'es partie en Thaïlande ? Oui. Et t'as fait des cours de cuisine là-bas ? Ouais, on a fait des cours de cuisine avec mon conjoint Aurélien intensif. On prend 7 heures par jour de cuisine. Ah ouais ? Ah oui.
Ah ouais, non, c'était vraiment de moi, l'intensif. moi j'avais pris des cours de cuisine, je crois que c'était une matinée ou une après-midi, je sais plus, mais... Ah non, nous c'était 7 ouais. heures. Ouais, D'accord. c'était 7 heures de cuisine par jour et pendant quand même 3 semaines. Donc on a vu énormément de plats. Je crois que quand on est rentré, on avait plus d'une 50aine de plats qu'on savait maîtriser. Donc on pouvait pas tout faire au bol d'or parce que du coup ça ne s'y adaptait pas forcément. Mais non, j'ai passé énormément de temps à cuisiner. Ah ouais. Ouais. Mais ça a été hyper enrichissant, tu vois, parce que je l'ai fait aussi bien dans des écoles que chez une chef privée, tu vois. Et elle, c'était un peu les recettes familiales qu'elle transmettait. D'accord. Donc, tu vois, la recette du tigre qui pleure du bol d'or, c'était sa recette à elle. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'était hyper enrichissant et c'était trop bien. J'aimerais d'ailleurs le refaire. Ouais. En fait, moi, je suis vraiment aussi dans une dynamique où c'est pas parce que tu maîtrises quelque chose qu'il faut t'arrêter de te former. Bien sûr. Voilà. Et j'aimerais d'ailleurs repartir et continuer à explorer d'autres cuisines, d'autres plats. Et du coup, c'est un voyage que vous aviez organisé tous les deux ou vous êtes partis dans une école ou puisque tu dis que tu es aussi on est partis dans une école du coup. Le matin, on avait les cours à l'école et l'après-midi, on avait les cours chez la chef. D'accord. Et ça, c'est vraiment une recherche que j'ai fait pendant des mois pour trouver la bonne chef, la bonne école. Tu vois, c'était quand même long. On voulait pas se louper parce que c'était quand même dans le but de reprendre le restaurant et puis c'était un budget. Donc, on a eu des cours qui étaient très bien, d'autres qui étaient un peu moins bien. Mais voilà, dans l'ensemble, on était quand même hyper satisfaits de tout ce qu'on a appris, quoi. Ah ouais, là, c'était une formation intensive avant de reprendre le resto, quoi. Ouais. Ah, c'était obligé. En fait, je me voyais pas reprendre le restaurant, tu vois, sans maîtriser la cuisine. Il fallait quand même que je puisse savoir de quoi je parlais. Même si j'avais baigné dans la cuisine vietnamienne, en fait, ma grand-mère avait commencé à faire de la cuisine thaï, je pense, une dizaine d'années avant que je reprenne le bol d'or. Mais bon, c'était de la cuisine thaï façon viet, quoi. Ouais. Voilà, moi, je voulais pas. D'accord. Moi, je voulais vraiment faire du truc où je maîtrisais mon sujet. Et dès le début, je voulais me positionner comme ça. Et du coup, c'était hyper important de faire ce voyage et de nous former... nous-mêmes, quoi. Génial. Et du coup, vous avez passé 3 semaines en cuisine, vous n'avez pas un peu voyagé à côté? Après, à côté, on a un petit peu voyagé quand même, hein, mais c'est vrai que le but principal, c'était la cuisine. Bon, après, tu sais, quand t'es à Bangkok, entre deux cours, tu visites. Après, on a fait quelques îles et on a fait le nord de la Thaïlande. Ouais. Donc, si, quand même, dans le lot, il y avait Vous avez bougé, quoi. On a bougé, on s'est fait un peu plaisir. On s'est dit, tant qu'à y être, faut en profiter, quoi. Ouais. Surtout qu'après les vacances, quand tu montes une affaire... T'en as plus. Donc, du coup, on en a quand même bien profité. Et c'était un super souvenir. Et là, j'aimerais bien, du coup, tenter le Vietnam en décembre de cette année. On verra si on peut, mais partir au Vietnam et refaire à peu près... Dans la même idée de formation. Génial. Du coup, t'imagines bien que, comme ton restaurant s'appelle le Tiger, je vais te poser la question, pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Alors, déjà, je voulais un nom court, voilà. Je voulais un nom, je voulais pas l'appeler Bao, Banh Mi, je voulais pas un nom qui soit trop focus sur le produit, parce que je me suis dit, on sait jamais tu peux changer, arriver. Voilà, si un jour j'ai envie de changer... en fait, ma grand-mère est aussi, son signe chinois, c'est le tigre. Comme je suis vraiment proche d'elle et que elle m'a toujours dit, moi, je suis un tigre. Ça m'a toujours marqué parce que c'est vrai qu'elle avait cette intelligence, cette analyse, ce truc qu'on peut un peu, du prédateur, mais qui réfléchit, qui se lance pas, qui observe avant d'agir. Et je pense que j'ai un peu pris ça aussi d'elle. Donc voilà. Et puis le tigre, en fait, c'est aussi signe de force, signe de chance, de pouvoir aussi, tu vois, il y a tout un truc autour du tigre, moi que j'aime beaucoup, la symbolique du tigre. Et voilà, c'est un peu pour tout ça, du coup, que j'ai choisi pour Tiger, que Tiger soit dans les meilleurs auspices. Exactement, pour qu'on puisse lui donner toutes les chances. Du coup, Tiger, c'est donc ton stand. Du coup, propose pour l'instant beaucoup de banh mi. Enfin, tu es spécialisé en banh mi et en guabao. En guabao, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un bao? Donc un bao, ça va être donc t'as le guabao
et t'as le benbao. Donc le guabao, ça va être le même pain globalement. Donc c'est un pain qu'on fait nous-mêmes du coup à Tiger, qui est cuit à la vapeur, qui est un petit peu sucré. C'est plus comme une brioche. C'est un petit pain brioché qui est cuit à la vapeur, qui est tout moelleux et qui est hyper addictif. Donc le guabao, ça va être le pain coupé en deux. Donc là, tu as un façonnage. Et ensuite, tu garnis. Nous, on garnit nos pains du coup à la minute. Tu le manges comme un petit sandwich. Le benbao, du coup, ça va être la brioche fermée. T'en vois plus en fait des benbao, on en voit depuis plus longtemps, tu sais, souvent quand tu vas chez Paris Store, tu les vois au rayon surgelé, les petites brioches blanches là. Donc voilà, le benbao du coup ça va être fermé. En Chine ils appellent ça des baozi. Donc en fait ça reste la même chose globalement. C'est juste la farce à l'intérieur qui peut différer un petit peu. Mais le guabao c'est vraiment voilà cette brioche là coupée en deux et qui se mange plus comme un sandwich. Ouais, et elle est coupée en deux avant la cuisson, hein. C'est pour ça qu'il est monté en... Ouais, c'est ça. Je pense qu'on le voit déjà monté, et du coup, ça fait un peu comme un tacos, quoi. Enfin, du coup, t'as juste à garnir après. On garnit après à l'intérieur. Mais alors que c'est hyper moelleux, hyper tendre. C'est ça. Enfin, moi, j'adore ça. Moi, j'en suis accro. Je me rappelle, j'en mangeais, bon, c'est peut-être pas les meilleurs que j'ai mangés, hein, mais quand j'allais en Thaïlande, du coup, dans les 7-Eleven, à chaque fois, t'avais le petit stand avec les brioches qui cuisaient. Oui. C'est trop bon. C'est vraiment le truc quoi. en cas que tu peux manger à n'importe quelle heure, qui te calme, mais en même temps qui est pas non plus trop bourratif, tu vois. C'est un très bon produit, et nous c'était important pour nous de faire le pain maison aussi, parce que tu sens vraiment la différence. Voilà, sur un bao fait maison et un bao qui est pas fait maison. Ce qui est un peu compliqué avec, si c'est bien fait, c'est très très bon. Si c'est mal fait, ça va être hyper caoutchouteux, je trouve. Voilà, c'est ça. C'est hyper caoutchouteux. Si c'est pas bien cuit, du coup, ça va avoir un goût de. Enfin, t'as l'impression de mâcher dans de la pâte à modeler, quoi. Ouais, donc, totalement. Vraiment, si tu sais pas le faire, faut pas le faire. Ouais. Bon, on a mis longtemps à trouver la bonne recette. Bonne franchement, recette on a un peu galéré. On a fait beaucoup d'essais. Et encore une fois, comme c'est un produit quand même qui est fait maison, tu sais, comme c'est de la pâte qui lève, des fois, suivant la température qu'il fait au hall, ça peut nous foirer notre pâte, quoi. Ouais, c'est ça. Vois. Donc, et puis tu dois l'adapter ta recette par rapport au four que tu as. C'est ça, exactement. T'as pas au four, c'est au panier vapeur. Parce qu'en plus, moi, j'avais acheté un four vapeur exprès, tu vois, en pensant que j'allais pouvoir cuire mes pains bao à l'intérieur. Effectivement, le mec, il me dit, oui, carrément, c'est très adapté pour ce que vous voulez faire. Tu parles, au final, on fait les essais dans le four, une cata. Ah ouais. Et donc, au final, on est resté au panier vapeur en bambou. Ça va très bien et c'est parfait. Et il n'y a que comme ça, vraiment, qu'on arrive à avoir la qualité qu'on veut, quoi. Voilà. Et du coup, moi, j'ai mangé au bœuf. Alors pour l'instant, on a arrêté bœuf. Ah. Ouais. Poulet. On a un petit peu arrêté. On a fait poulet, porc et une option végétarienne. D'accord. Voilà. On a réduit la carte. Ouais. C'est bien. Voilà. On réduit l'offre, justement pour toujours avoir les produits les plus frais possibles. Et puis bon, faut pas se mentir, limiter aussi les coûts, parce que en plus sur une affaire du midi, t'es pas sur le même panier moyen que sur un restaurant traditionnel. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a des produits, on a dû en fait arrêter par rapport à ça. Puis moi, comme j'ai envie d'avoir quand même un rapport qualité-prix qui est toujours correct, j'ai pas envie de vendre un guabao bœuf à 12 €, tu vois. Ouais, bien sûr. Du coup, on a préféré l'arrêter et puis là, se concentrer vraiment sur le poulet, le porc et puis toujours une option végé. Oui, du coup, oui. Même si on est végé, on peut venir manger chez toi. Tout à fait. Bon, on a parlé des bao, des guabao. Les benbao, tu en fais aussi? Ouais, de temps en temps. Là, on commence à en faire de plus en plus parce que ça marchait pas trop, tu vois, il y a quelques mois. Et à force de s'obstiner à en faire et que les gens goûtent, et finalement, tu vois, on a de plus en plus de demandes. Donc là, ouais, on commence à en refaire au moins 3 à 4 fois par semaine. Ah oui, quand même. Oui. Et du coup, tu les farcis à quoi? Ça change en fonction de l'humeur. Donc, tu as le traditionnel qui va être avec porc haché, l'œuf, la saucisse chinoise. Ça, on en fait. Des fois, on change. La dernière fois, on a fait poulet au curry jaune. C'était super bon. Ah, ça doit imprégner la brioche, du coup. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, on a fait, on a fait porc char-siu. Là, cette semaine, on est sur du porc char-siu, donc avec la sauce barbecue chinoise. Après, on en a fait au bœuf, on en a fait aux crevettes, on en a fait aux légumes. Voilà. Au poulet gingembre. Voilà, c'est un peu en fonction de. Ouais, puis c'est total street food, quoi. Tu peux passer au stand, récupérer un truc, partir et le manger en marchant, quoi. Exactement. C'est comme le rouleau de printemps, ça c'est un truc, tu sais, tu peux le manger n'importe où.
que quand t'as une petite faim, ben ça te cale, c'est frais, c'est bon. Mais du coup, on a parlé des bao. Du coup, maintenant, on va parler du banh mi. Banh mi. Parce que j'adore les bao, évidemment. Mais je crois que le banh mi, en fait, il dépasse le bao. Et c'est sans aucun doute mon sandwich préféré. Ouais, bah je te comprends. Du coup, j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est pour toi Ouais. un bon banh mi. Un bon banh mi. Alors pour moi, un bon banh mi, ça va être du bon pain. Bien qu'au Vietnam, justement, ils utilisent un pain différent. Eux, leur pain, ça va être un mélange de farine de blé, farine de riz. Donc on est sur un pain qui est plus moelleux, Brioché, mou. alvéolé. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, après, nous, on a pris le parti pris de vraiment faire dans une baguette tradition. Parce qu'on pense quand même que justement ce côté tradition, ça match très bien avec le banh mi, le côté croustillant, justement du banh mi. Moi, je trouve que c'est top. Et du coup, ça va être des bonnes marinades. Voilà, mariner sa viande, c'est hyper important. Les pickles de légumes, puis la coriandre, quoi. La base. Ça Donc, fait tout. Si t'aimes pas la coriandre, désolé, mais le banh mi, c'est pas pour toi. Bah, de toute façon, la cuisine thaïlandaise, je pense que... Ouais, c'est... Bah, après, nous, quand même, sur les plats, on demande avec ou sans coriandre. Ouais. Mais c'est vrai que dans le banh mi, on en met d'office parce que sinon, c'est pas un banh mi, quoi. Ouais. Donc, voilà, une bonne sauce aussi, une bonne mayo maison, tu vois, un petit peu de piquant. Et puis, faire toaster le pain. Voilà, que ton sandwich soit un petit peu chaud. C'est vraiment ça qui fait un bon banh mi. Ouais, je me rappelle, moi, quand j'en ai pris, j'en prends souvent. Du coup, c'est vrai que toutes les marinades, parce que je pense que même les carottes, il n'y a pas. Si. Voilà, il y a tout qui est travaillé en amont. Oui. Ouais. Et en fait, toutes les saveurs, du coup, se cumulent et ça. s'imprègnent dans la mie du pain. Et c'est juste un bonheur, en fait. C'est ça qui fait que, du coup, c'est vraiment différent des autres sandwichs. Ouais, je suis d'accord. C'est que le banh mi, en fait, toutes les strates sont travaillées. Exactement. Et tout est réfléchi. Tout est réfléchi. Et quand ça se mêle, en fait, tu pourrais les manger tu pourrais manger chaque ingrédient, ça te donnerait un goût. Mais quand tu mélanges tout, c'est ça qui donne vraiment le goût du banh mi, quoi. Totalement. Et donc, comme tu le sais, c'est d'influence française, le banh mi. Et donc, du coup, la dernière fois, je vais chez le boucher et je lui prends du pâté de campagne pour mettre, du coup, dans mon banh mi. Il me regarde, il me dit, c'est bizarre, du pâté de campagne dans un banh mi. Bah non, en fait, c'est pas bizarre. C'est la tradition. C'est la tradition. Et puis, c'est justement le petit truc en plus, tu vois, quand t'as ton pâté de campagne avec ta petite mayo et puis après ta viande par-dessus, mais ça a tombé par terre, quoi. Ouais, parce que pour ceux, du coup, qui le sauraient pas, pour la petite histoire, du coup, le banh mi, c'est un héritage de la guerre du Vietnam. La baguette croustillante, le pâté, le rôti de porc et la mayonnaise sont hérités, en fait, de la présence française au Vietnam. Et après, du coup, le retrait des troupes en 1954, du coup, les Vietnamiens, ils ont commencé à détourner ce sandwich français en l'adaptant au goût du pays. C'est pour ça qu'on voit la baguette, le pâté et la mayonnaise, quoi. Et la mayonnaise, ouais, tout à fait. Donc, c'est la recette traditionnelle du banh mi de l'époque, quoi. Ouais. Mais après, voilà, toi, tu fais des tradis, mais tu fais aussi du variantes. tradi, mais variante. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que je vais garder tous les ingrédients du banh mi, du pain, de la mayo, des pickles, de la coriandre. Mais par exemple, nous, notre best-seller, c'est vraiment le porc effiloché. Ouais. Voilà. Le porc effiloché, mais il détrône Tu dois en vendre, tout. C'est un truc de fou. Après, on le fait mariner, bien sûr, dans une sauce traditionnelle. Hein. C'est pas du porc effiloché à la mexicaine, quoi. Ouais, c'est vraiment à façon viette. Mais ça reste de l'effiloché. Donc, on propose quelque chose de différent qui se mêle vraiment entre tradition et un peu innovation. Donc voilà, c'est les banh mi de Tiger. Il faut venir goûter, ils sont trop bons. Exactement. Si tu devais recommander un seul plat à quelqu'un qui a jamais goûté ta cuisine, ça serait lequel et pourquoi ? Alors, ça dépend. En plus en street food ou en plus en tradi ? Ta cuisine à toi. Ma cuisine à moi. Moi, je pense que mon gros point fort, après, bon, là, pour l'instant, au Tiger, on n'en fait pas trop en ce moment. Mais nous, notre point fort, en tout cas, c'était vraiment les sauces. Voilà, tous les currys. C'était vraiment ça, je pense, le gros truc qui a marqué le bol d'or et Tiger cet hiver. Nous, on avait des gens qui venaient cet hiver, quand on faisait le curry massaman, qui le prenaient 3 fois par semaine. Ouais. Et ils nous disaient, c'est excellent, je peux pas m'en passer, il est trop bien réalisé, il est trop bon. Donc ouais, je pense que voilà, tous les currys, c'est vraiment le point fort.
Et puis sur la partie street food, je pense que ce soit le bao ou le banh mi, en fait les marinades sont tellement bien, c'est tellement bien mariné, exécuté, travaillé que je pense que c'est difficile de dire que c'est pas bon, quoi. Ah, mais j'ai pas dit que c'était pas bon. Ouais, non, mais voilà, il y en a qui peuvent le dire, hein, mais voilà, il y en a qui le disent, hein, de toute façon, mais pour moi, c'est un peu de la... C'est des jaloux. Oui, enfin, après, chacun ses goûts, on va pas non plus, Oui. mais voilà, disons que... Pour moi, bon, si tu veux vraiment manger un plat identitaire, ça va être le curry. Si tu veux manger de la street food, tu te rabats sur un banh mi ou un guabao. Voilà. Et là, en ce moment, j'aime bien faire des choses un peu différentes. Tu vois, là, on a fait carpaccio de bœuf façon thaï. On a fait aussi un petit tartare saumon, mangue, avocat avec une petite sauce citron vert gingembre. Voilà, il y a plein de choses. On a vraiment une palette de propositions large. Et en même temps, là, en ce moment, je refais des choses hyper tradies, comme du riz cantonné, tu vois, pour la partie traiteur, les gens qui veulent juste prendre à emporter. Un benba ou un riz cantonné, ben, ça fait toujours plaisir à manger, quoi. D'accord, ok, ouais. Oui, du coup, tu fais aussi la partie emportée. On a la partie emportée, ouais, où du coup, ben, t'as des gens qui viennent manger pour le soir. Ils viennent te prendre un benba ou du riz cantonné, des raviolis... Voilà, donc comme on est ouvert en général jusqu'à 19h, c'est vrai qu'on a un peu cette partie traiteur le soir puis qui prend la place sur le sandwich, quoi. Ouais, puis vous êtes bien implanté, du coup, les sacs, c'est vrai que vous êtes un peu centre de tout, quoi. En bas de la rue Jean Moulin, proche de la gare. Ouais, mais tu vois, le soir, c'est pas là où on a le plus d'influence. On est vraiment sur une activité du midi principalement. Ouais. Mais bon, je persiste, hein, pour l'instant. J'aimerais bien que le soir prenne un peu plus parce que, en fait, tous les plats qu'on fait le midi, les gens peuvent les emporter le soir. Tous les baos, ils peuvent être emportés le soir aussi. Donc, faut juste peut-être que c'est un réflexe, hein, que les gens prennent l'habitude de venir peut-être plus le soir, du coup. Du coup, le soir, t'es ouvert jusqu'à quelle heure ? 19h en moyenne. D'accord. Voilà. Donc on peut venir manger le midi et avant de rentrer chez soi, on peut venir récupérer son petit plat. Ouais, quoi. C'est ça. D'accord, c'est bon à savoir. Du coup, ton menu, c'est comme tu nous disais, c'est un menu avec un mélange de tradition et de modernité. Comment en fait tu fais pour garder cet équilibre parfait entre authenticité et innovation ? C'est ton côté créatif en fait. Je pense que c'est mon côté créatif et puis je pense que aussi comme je suis métissée, j'arrive vraiment à voir le côté entre guillemets traditionnel de la cuisine tradie avec toutes les saveurs tradies, mais d'un autre côté j'ai aussi ce côté européen où il faut pas trop s'enfermer non plus dans le traditionnel, faut tenter des choses, faut oser, faut positionner se aussi. Positionner et puis je pense que de toute façon, je pense qu'effectivement, il y a un petit côté créatif là-dedans aussi, hein, puis pas envie de vouloir faire la même chose que tout le monde. Voilà, avoir vraiment sa propre offre, sa signature, entre guillemets, dans sa cuisine, pour moi, c'est important. C'est important, ouais. Et du coup, je sais que tu utilises des produits et que c'est surtout du circuit court. Ouais. Du coup, par exemple, pour la baguette, les légumes. Le pain vient de chez Maison Bonheur. Voisin d'en face. Ouais. Donc, on n'est pas loin, effectivement. Ensuite, c'est vrai que je prends pas mal de légumes, du coup, au Hall-les-Sacs, donc principalement au panier de Benedita, donc qui est ma voisine. Donc ça, pour être dans les Halles, c'est super pratique, pour faire son marché. Hein. La viande, ça reste de la viande française, donc que de la viande française d'ailleurs. Ça aussi, c'était important pour moi. Pour toi, ouais. Et voilà, après, on a tout ce qui est un peu importé sur les sauces, certains légumes, forcément, que tu peux retrouver qu'en épicerie ou grande surface asiatique. Mais pour tout ce qu'on peut acheter local, on l'achète local, quoi. Ouais, voilà. C'est bien, c'est une éthique que tu as et que, de toute façon, tu as toujours eu, même avec le bol d'or. Vous avez toujours eu. Tout à fait. Fait maison, frais, de saison. Si tu devais décrire l'expérience Tiger en 3 mots, quel serait-il et pourquoi ? Challengeant, innovant et je sais pas pour le 3e, cool, ouais. Ouais, cool. Tu te sens bien ? Ouais, je me sens bien là-bas. Je me sens bien. Bon, après, t'es dans des halles, hein, donc... Ça bouge. Ça bouge avec certains autres commerçants aussi. Ouais, mais
Mais bon, je me sens bien quand même, je sais pas, tu vois, c'est ouvert sur l'extérieur, je vois le monde. Tu vois, c'est pas quand j'étais en cuisine au Bol d'Or, j'étais quand même assez enfermée. Ça me manquait. Là, en fait, j'arrive à tout allier, tu vois, j'ai le côté où je fais de la cuisine, mais en même temps, je sers les clients, donc je peux parler un petit peu. J'ai le côté relationnel qui entre en jeu aussi. Donc non, là-bas, je dirais que c'est vraiment le mix parfait entre tout ce que j'aime, quoi. Ouais. Donc c'est cool, challengeant, parce que ça fait à peine ça va faire 1 an cette semaine qu'on a ouvert, ouais. Donc mais ça n'a pas été une année de tout repos. Et puis on reste dans le centre-ville, et malgré tout le centre-ville il y a des grosses problématiques, hein, donc c'est challengeant. Ouais. Voilà. Une année, c'est sûr qu'une création, c'est pas comme quand tu reprends quelque chose qui existe, qui est périn depuis plusieurs années. Qui a une clientèle fidèle. Là, il faut vraiment tout créer et continuer à se faire connaître. Et voilà, mais bon, après, c'est le but, hein, quand t'es entrepreneur, t'as un peu le goût du risque aussi, hein, donc faut pas avoir peur, et puis faut y aller, quoi. Oui, voilà. Là, t'as pas le choix. Une fois que t'es lancé... C'est ça. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout trouver des solutions rapidement. Quand tu vois que quelque chose fonctionne pas, pas trop attendre, essayer de comprendre pourquoi l'offre là, elle plaît pas, pourquoi ça là, de ce côté-là, ça pêche, se remettre en question souvent, innover, et puis essayer de faire en sorte que de fidéliser la clientèle, quoi. Voilà. T'es contente aujourd'hui ? Globalement, je suis contente. Je pense que ça pourrait être mieux. Mais ça, c'est ton côté perfectionniste. Ouais, non, oui, c'est sûr. Mais je pense que ça pourrait être mieux, mais là, quand même, globalement, je trouve que on a, pour une première année... Ouais, ce que j'allais te dire, en 1 an déjà, franchement... On s'est bien imposé, je trouve, sur les banh mi et les bao. Et ça, franchement, c'est cool parce que c'était pas gagné. Et non, je suis contente. Je suis contente quand même de ce qu'on a fait. Je suis bien entourée là-bas. J'ai une bonne équipe. Ça joue énormément aussi. Donc, je suis bien aidée, je suis épaulée. Donc, soutenue, ouais, voilà. Donc, ça fait plaisir. Et je pense qu'effectivement, quand t'es plusieurs, tu vas plus vite et plus loin. Et tu peux... Moi, je sais que j'aime beaucoup brainstormer avec mon équipe. Je suis pas là à prendre les décisions toute seule et à leur imposer. À partir de demain, on fait les choses comme ça. Je sais que c'est elles qui sont au charbon. Donc, en fait, j'essaye de leur demander comment on peut améliorer ça sans que ça nous rajoute trop de charge de travail, sans que ça nous complique trop la vie. Mais d'un côté, il faut quand même améliorer ce point-là. Donc, comment on peut faire... Voilà, et ça, c'est hyper important aussi pour moi, voilà, d'être dans la communication avec les gens avec qui je travaille, quoi. De toute façon, c'est aussi les bonnes relations. Tout à fait. C'est sûr, s'il y a un frein, s'il y a une hiérarchie trop imposée, au bout d'un moment, ça fonctionne plus, quoi. Non, ça fonctionne plus. Puis c'est toujours bon à prendre à la fois la vie de son équipe, exactement, la vie de ses clients. Enfin voilà, il faut pas être fermé. Non, il faut pas être fermé. Et ça, j'arrête pas de leur dire. Je leur dis des fois, quand vous avez des remarques, faut les entendre. Pas parce que vous savez que vous trouvez que c'est bon ce qu'on fait. Il y a des personnes qui ont des fois des remarques. Et si vous voyez que ça revient trop souvent, dans ce cas-là, oui, c'est à nous remettre en question. Voilà. Il faut pas arriver à être là toujours en terrain conquis. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, non, faut savoir te remettre en question. Des fois, c'est nécessaire et c'est important. Voilà. C'est bien. Alors maintenant, pour finir notre jolie interview, on va faire un petit jeu. Ouais. Et je vais te demander, si tu étais un ingrédient, tu serais lequel et pourquoi ? Alors, j'espère que tu vas me trouver un ingrédient je pense que asiatique. Je serais le piment, je crois. Hein. Ah ouais. Ouais, forcément, rien que ça, tu vois. Ouais, non, moi je suis un peu le feu sous la glace, tu vois. Et je pense que j'ai ce côté un peu pimenté où des fois je peux exploser. Et puis, tu vois, t'as plusieurs degrés de piment. T'as le petit piment gentil, puis après, t'as celui vraiment qui t'arrache la gueule. Non, je pense que le piment, ce côté feu, ce côté un peu action, tu vois, pas avoir peur, y aller, mais c'est pas avoir peur, c'est y aller même si t'as peur. Voilà. Oser. Voilà, c'est comme oser croquer dans un piment, tu vois. Et moi, à chaque fois, ce qui me rend ouf, c'était souvent « Ah non, mais je goûte pas ce plat parce que c'est trop épicé. »
Mais goûte en fait quand même, qu'est-ce que t'as à perdre? Pire, t'auras mangé une fois pimenté dans ta vie, c'est pas très grave. Ouais. Non mais tu t'en remettras. C'est vrai que du coup, sous tes airs, parce que je sais pas si les gens t'ont déjà vu, mais du coup, t'es hyper douce, t'as un visage hyper doux, t'as toujours le sourire, t'as les yeux pétillants, mais c'est vrai que derrière, t'as une personnalité de feu, quoi. Ouais, enfin, c'est moi, ça. les fois où on s'est vus, on a toujours bien rigolé, t'oses c'est dire pour les ça, choses. Oui, c'est pour ça que les gens, des fois, quand ils me voient à premier abord, comme je te disais, ah, c'est vous la patronne? Ah, ça se voit pas. Ouais. Ça se voit pas, gars, mais tu me connais pas, donc. C'est ça, ouais. Bah ouais, parce que t'as l'air tellement douce, gentille. Ouais. Enfin, tu l'es, hein. Je dis le pas que tu suis, le suis non, pas. mais bien sûr. Tu l'es pas, mais. Ouais, j'ai vraiment ces deux personnalités qui cohabitent en moi. Des fois, c'est difficile, mais Mais je pense que c'est important. Enfin, quand t'as une entreprise, oui. Faut pas se laisser bouffer, faut pouvoir négocier, pas se laisser avoir. Tout à fait. Ce genre de choses, quoi. Ouais. Ok, le piment, très bien. Du coup, si tu devais manger un seul plat jusqu'à la fin de ta vie, ça c'est dur. Ça serait lequel et pourquoi? Alors, qu'est-ce que ça serait? Je pense que ce serait un bon curry. J'étais sûre que tu allais me dire ça. Ouais. Curry massaman, j'avais dit, mais curry massaman. Évidemment. Ah ouais. Un bon curry massaman. Surtout que moi, je peux manger des currys été comme hiver, je m'en fiche, tu vois. J'ai pas de toute façon, en Thaïlande, de toute façon, il fait chaud quoi. tout le temps, hein, donc. Mais du coup, ouais, tu vois, les saveurs, tu vois, un peu épicées et en même temps rondes, tu vois, du curry massaman avec la pomme de terre, tu vois, et le mélange pomme de terre riz aussi, c'est super bon. Les cacahuètes, tu vois, la feuille de laurier, le basilic thaï, la cannelle. Non, pour moi, ouais, si je devais choisir, je pense que ce serait ça. D'accord, je trouve très bon choix. Traditionnellement, je demande à mes invités une adresse à me recommander dans le prochain épisode de mon podcast. Est-ce que tu aurais une adresse, un coup de cœur en fait gustatif que tu aurais sur Montpellier ou personne avec qui tu t'entends super bien et qui mérite d'être mis en lumière aussi? Alors, je t'avoue que moi, j'ai pas énormément de réseau. Je suis beaucoup dans mon coin. D'ailleurs, c'est un peu la remarque qu'on me fait. T'es très discrète. Je vais pas, en fait, quand je vais au restaurant, je suis pas là à dire ouais, moi aussi, je suis restauratrice. Non. Par contre, vraiment, un restaurant qui m'a bluffée, j'y suis allée plusieurs fois. Et à chaque fois, je me dis, mais mon Dieu, ce mec est incroyable. C'est le Black Keys. D'accord. Ouais, voilà. J'ai mangé quelques fois au Black Keys et à chaque fois, je suis ressortie, mais avec des étoiles dans les yeux et voilà, les papilles vraiment enchantées, quoi. Ouais. C'était, très bonne expérience au Black Keys. Black Keys en centre-ville. En centre-ville, ouais. Voilà. Ok, je note. J'y ai mangé aussi une fois, mais il y a assez longtemps, et je sais que j'étais ressortie. Pareil, enchantée. Non, je trouve qu'il change régulièrement sa carte, et à chaque fois, moi, j'ai jamais été déçue en tout cas, et les propositions sont toujours très justes, justement. Et moi, c'est toujours un peu ce que je cherche dans ma cuisine aussi, c'est la justesse. Et lui, vraiment, il est incroyable pour ça. Oui, et Black Keys, c'est plutôt du français, hein? Oui. C'est plutôt de la cuisine française. Ouais, parce qu'après... Pas trop traditionnelle. Du coup, on voit qu'il twiste un petit peu les recettes. Oui, parce qu'il a des fois des propositions un peu asiatiques aussi, et je trouve que c'est intéressant de voir ce côté-là un peu, justement, innovant, quoi. Ouais. Voilà. Donc, du coup, tu vas souvent au resto pour justement comparer... Enfin, pas comparer, mais pour te nourrir un petit peu de ces idées. Oui. Voir un petit peu ce qui est moi, possible de j'adore, faire. comme je te disais, j'adore aller au restaurant. C'est ma drogue. Mais après, j'avoue que là, ces derniers temps, je trouve que je suis de plus en plus déçue. Ouais. Voilà. Donc, je trouve on perd un peu ce côté. Je trouve que toutes les propositions se ressemblent. Ouais. Voilà. Enfin, franchement, là, en ce moment, t'es que sur de la cuisine italienne partout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je crois qu'il y a 3 restos italiens qui sont ouverts en 3 mois. Quoi. C'est pas que j'aime pas la cuisine italienne. Ouais. Hein. Ma grand-mère était italienne, donc voilà. Mais du coup, c'est vrai que je trouve que là, on arrive sur une homogénéité. C'est plus de la tendance, quoi. On est sur de la tendance que sur de la proposition et de la qualité. Et c'est un peu dommage. Donc, c'est vrai qu'en fait, avant, je trouve que tu avais vraiment des petites adresses où tu pouvais manger aussi pas très cher et très bon. Et maintenant, si tu veux manger très bon, tu es obligé de mettre beaucoup plus le prix. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, ça coupe une certaine partie de la population. C'est pas tout le monde qui peut aller manger au restaurant un menu à 35 € ou à 40 €. Et c'est pas bien, quoi, tu vois. Je trouve parce que la bouffe, à la base, c'est quelque chose de partage. Exactement. Ça doit être quelque chose qui doit se partager, qui doit se faire du bien. Et le bon restaurant devient de plus en plus exceptionnel, alors qu'avant, tu pouvais y aller plus régulièrement. Ouais.
Voilà. Et Maintenant, t'es obligé de choisir. Tu es obligé de choisir, tu fais attention. Et ça, c'est dommage. Voilà. Et c'est un peu ce que je reproche. Donc après, effectivement, à Montpellier, tu as tout le côté bar à tapas, un peu des bars à tapas créatifs, entre guillemets, qui se montent, qui sont assez sympas aussi. Mais bon, c'est pas la même chose. Voilà. Ok. Bon, bah écoute Océane, j'espère que nos auditeurs, ils auront autant l'eau à la bouche que moi, parce que là j'ai très faim, et qu'ils se précipitent donc chez Tiger pour découvrir en fait tes délicieux plats de street food vietnamien et thaïlandais. Donc on va juste rappeler du coup que t'es au Hall Les Sacs, Oui. Au stand 15. Stand En fait, 15. il est super bien placé parce que c'est juste à la sortie du tram, Voilà. on le voit directement. Oui. Du coup, c'est quoi les horaires d'ouverture? Alors, en ce moment, on est ouais. du lundi au samedi. Début de semaine, on fait du 10h30 à peu près 18h. Et sur la fin de semaine, on est sur du 10h30, 20h. Ok, Voilà. donc pour la partie, le soir, on vient chercher son petit Voilà. repas. Et... Après, le samedi, c'est un peu aléatoire. En fait, on fait du sold out beaucoup le Mhm. samedi, comme le dimanche, on est fermé. Donc, ça arrive qu'on ferme un peu plus tôt. Désolée, je sais que j'ai D'accord. eu des remarques parfois par rapport à ça. Je m'excuse, mais en fait, le but, c'est de ne pas reproduire. Ouais, et pas de faire de gâchis, quoi. Voilà, c'est ça. Mhm. Donc, du coup, le samedi, une fois qu'on a terminé, c'est terminé. Ouais. Et du coup, on peut terminer aussi bien à 15h qu'à 18h. C'est un peu aléatoire. Ouais, au pire, on t'envoie un petit message sur Insta pour savoir Exactement, si voilà. t'es dispo, quoi. C'est ça. Ok, cool. Bah écoute, merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. Merci à toi, Caro. Je vais te dire Kapunka. Ça ben. veut dire merci en thaïlandais. Mais du coup, est-ce que tu sais comment on dit merci en vietnamien? Come Eh, super. Merci. Merci, Caro. À bientôt. À bientôt. Ciao. Et voilà, atterrissage en cours. Nous arrivons à la fin de notre voyage culinaire à travers les rues animées de la Thaïlande, du Vietnam et de Montpellier. Avec Océane, nous avons pu explorer les saveurs et les traditions qui rendent la street food de ces pays si unique et irrésistible. Du guabao au banh mi, chaque plat est une invitation à découvrir une histoire riche et une culture vibrante. La street food thaïlandaise et vietnamienne, c'est bien plus qu'une simple nourriture, c'est un art de vivre. C'est la symbiose entre le passé et le présent, où chaque bouchée raconte une histoire de famille, de communauté et d'ingéniosité culinaire. Si vous avez l'occasion de visiter ces merveilleux pays, n'hésitez pas à vous aventurer dans les marchés et à goûter à tous ces délices authentiques. Soyez curieux, osez. Pour ceux qui n'auraient pas encore leur billet, je vous invite à rendre visite à Océane, au Tiger, pour voyager d'une autre manière. Merci Océane d'avoir su capturer l'âme de la street food vietnamienne et thaïlandaise et à l'amener dans tes assiettes avec générosité et créativité à Montpellier. J'ai adoré que tu nous partages ce qui fait rugir Tiger de plaisir, mais aussi tes inspirations, tes secrets de cuisine. Bon, et je suis encore repartie bredouille, je n'ai toujours pas la recette de ta sauce salade. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Maintenant, vous pouvez détacher vos ceintures. J'espère que cet épisode vous a fait saliver autant que moi et autant envie de repartir en voyage. À ce sujet, petit aparté pour les fanas du pays du sourire, je viens de finir un livre magnifique. Respire, de mode Angkawa. Je crois que ça se dit Angkawa. Véritable voyage en Thaïlande, mais aussi un très beau voyage intérieur qui pousse à réfléchir sur les aléas de la vie et la manière de les appréhender. Grâce à ce livre, je revois les paysages et je ressens les goûts de la Thaïlande. À mettre entre toutes les mains. Tellement beau que je ne voulais pas le finir. Tu sais, comme dans une série où tu dis « Non, c'est le dernier épisode !» Allez, je vous mets le lien du livre en description. Pour revenir à notre Tiger, je vous mets aussi tous les liens du resto en description, mais aussi toutes les photos et les infos sur mon blog pintademontpellier.com. Encore un grand merci à Océane, j'ai été ravie de faire cette interview avec toi. Je te souhaite une magnifique réussite avec Tiger, et pourquoi pas tout plein de petits Tigers à Montpellier et ailleurs. Et bien sûr, merci à vous de m'avoir rejoint dans cet épisode délicieux et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu et que vous souhaitez plein d'autres aventures savoureuses, abonnez-vous et laissez-moi plein d'étoiles. Enfin, si vous avez des idées de sujets, un restaurant qui vous aguiche depuis un moment ou des envies de découvrir l'histoire d'un chef montpelliérain, dites-moi-le en commentaire sur Apple Podcast ou Spotify ou bien encore sur mes réseaux sociaux Pintade à Montpellier. À très vite pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures gastrophoniques. Bisous! Dépêchez-vous, je vais rater ma dinde, moi! Minuterie!